Le plaisir, il est le même que d'être là et vous servir sur les antennes de Canal 7 grâce au programme Culture 7 le Mag. Je vous salue à tous et bienvenue sur ce magazine qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement parlant à travers le continent africain et le monde en général. Mais avant, comme il est de tradition, je vais vous emmener de plein pied dans cette émission, mais je vous propose de regarder le sommaire. Le Mali reconstruit les mausolées de Tombouctou détruits par les djihadistes, une initiative de l'UNESCO. Le musicien malien Salif Keita joue au festival d'Harare dans le cadre de la 15e édition au Zimbabwe. L'artiste français Speedy Graffito expose à Los Angeles avec une inspiration encore plus grande. La foire du Paris Photo s'exporte à Los Angeles à la conquête du marché de l'image américain. Un magazine autrichien imprimé avec du son de séropositif avec pour objectif de lutter contre la stigmatisation sur les personnes atteintes du VIH. Le plus grand drapeau du monde, la Tunisie entend en obtenir le prix Record Guinness. Enfin, le DJing, notre clin d'œil pour ce numéro de Culture 7 le Mag, les disc jockeys sont des artistes. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 le Mag. Un programme qui annonce du bon contenu, c'est exactement ça, Culture 7 le Mag. Alors, pour débuter, allons-y de plein pied au Mali. Dans le cadre du programme de réhabilitation du patrimoine culturel de Tombouctou, initié par l'UNESCO, les mausolées détruits lors de l'occupation djihadiste en 2012 sont en cours de reconstruction. Salif Keita, toujours au Mali, légende de la musique malienne, a joué au Festival international des arts, demandant au passage que s'arrêtent les attaques xénophobes en Afrique du Sud, lesquelles ont visé des Zimbabwéens et bien sûr d'autres communautés étrangères en Afrique du Sud. Regardez en images ces éléments et moi je me fais le plaisir de vous attendre juste derrière. Après l'occupation des djihadistes en 2012 dans la ville de Tombouctou au Mali, l'heure est à la reconstruction des différents mausolées qui avaient été complètement détruits. Véritable assaut sur la culture malienne au tapis, les édifices qui honoraient les saints musulmans vont renaître des cendres grâce à l'UNESCO qui a entrepris un programme de réhabilitation du patrimoine culturel de Tombouctou. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes des murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Pour ce faire, de nombreux maçons ont donc été recrutés localement pour leur connaissance des méthodes traditionnelles de construction afin de remettre sur pied les édifices qui dataient encore du 15e et du 16e siècle, période considérée comme un âge d'or dans cette cité malienne. Pour reprendre ces mausolées qui ont été détruits par des djihadistes, on a préféré prendre des anciens et des nouveaux maçons pour leur faire apprendre ce qu'on devrait faire sur le chantier. La moitié des apprentis et la moitié des maçons. Pour qu'ils apprennent avec nous ce qu'on a appris avec nos parents. La terre de Tombouctou et la pierre al-hor, c'est ce qui est utilisé. Une maçonnerie de pierre al-hor ourdée avec du mortier de banco. Ce banco est obtenu à partir du mélange de la terre avec de l'eau, avec d'autres ingrédients. La reconstruction de ce vaste chantier contribue en soi à la réconciliation nationale entre les différentes ethnies et s'accompagnera surtout de ces célèbres manuscrits médiévaux sauvés des pillages et des destructions en étant évacués à Bamako en 2012-2013.
C'est au festival de Harare, au Zimbabwe, dans sa 15e édition, que s'est produit récemment sur scène le célèbre Salif Keïta, légende de la musique malienne. Festival annuel qui met en valeur le meilleur du Zimbabwe à travers les arts et les cultures régionales et internationales, l'artiste trouve toujours autant de plaisir à participer à cet événement. Et chaque fois que je viens, il y a beaucoup plus de chaleur humaine que je n'attendais. Et ça me comble. Et je ne sais pas, le mot me manque pour dire combien je suis content d'être là aujourd'hui pour faire la fête avec vous demain, dans un cas particulier avec une sœur que j'admire beaucoup. Une scène qui a permis d'oublier un tant soit peu les soucis auxquels le monde fait face. Eh bien, la musique apaise les cœurs d'une manière particulière, dans une ambiance de réjouissance. Le festival en soi était un divertissement. Avec le problème qu'il y a dans le monde, où il y a trop de problèmes dans le monde entier, et être là aujourd'hui pour fêter certains cas particuliers, nous sommes là aussi pour mettre la joie dans le cœur des gens, contrairement à ce qu'ils font et ce qui se passe d'ailleurs. Et j'espère que le concert va être à la taille et qu'on sera l'artiste que vous attendiez. Sur cette 15e édition, Salif Keïta a donc saisi l'opportunité d'exprimer son indignation de la violence qui prévaut actuellement dans le monde, en demandant au passage que s'arrêtent les attaques xénophobes en Afrique du Sud. Je demande à tous les voisins qui ont été persécutés par la xénophobie, qui ont été victimes de xénophobie en Afrique du Sud, de considérer que les jeunes qui ont fait ça ne savent pas ce qui s'est passé dans la vie de l'Afrique avant, dans la vie de l'Afrique du Sud avant. De ne pas compter sur ça et d'éponger ça et d'aider les Sud-Africains à remonter ce problème pour qu'on soit... Parce qu'il faut que l'Afrique comprenne l'Afrique. Salif Keïta, un incontournable au Mali, eh bien l'artiste, il est toujours aussi fort. L'artiste plasticien Speedy Graffito, une référence du street art et de l'art contemporain lié à la pop culture, prépare sa nouvelle exposition à Los Angeles. Speedy Graffito entend dénoncer les poids des marques sur les individus. La foire Paris Photo s'exporte à Los Angeles. Eh bien, la 3e édition de la foire Paris Photo Los Angeles a ouvert ses portes vendredi dernier dans les mythiques studios de la Paramount à Hollywood. Paris se ferait une place dans le marché nord-américain. Regardez ces images et derrière, on se retrouve. S'il porte le pseudonyme de Speedy Graffito, eh bien, Olivier Rizzo est un peintre français né en 1961 et qui fait la jonction entre la figuration libre et la scène street art française des années 80. Aujourd'hui à Los Angeles, pour être toujours en phase avec la pop culture, l'artiste prépare sa nouvelle exposition qui aura la particularité de dénoncer le poids des marques sur les individus. Les images sont toujours symboliques de quelque chose. C'est souvent pour nous vendre quelque chose, pour faire la promotion de quelque chose. Et donc j'avais envie de parler de ces images-là et de les mélanger, de les détourner de leur sens. C'est ainsi que la créativité de l'artiste, avec une certaine générosité, nous offre un formidable assemblage d'images puisées dans l'inspiration particulière du très célèbre Speedy Graffito. Donc là, c'est des dessins où à chaque fois je suis parti d'une marque, d'un logo, et j'ai fait un dessin en correspondance un petit peu décalé. Donc là, c'est par exemple Ikea avec Monsieur Patate monté un petit peu n'importe comment. On reconnaîtra dans les œuvres de l'artiste des images représentatives de certains produits aussi connus les uns que les autres, une autre manière peut-être sans doute de percevoir le monde sur un coup de peinture. Si on peut voir dans ses œuvres une forme de marketing artistique, Speedy Graffito signe de main de maître son talent.
La publicité, qu'on le veuille ou non, on l'a subie, c'est-à-dire on a eu la télé, il y a de la pub, on est sur notre ordinateur, il y a de la pub, dans la rue, les panneaux d'affichage, donc ça fait partie de notre environnement. Et ces images, à chaque fois, représentent une espèce de vision du monde, de valeur du monde qui n'est pas forcément la réalité, mais ce qu'on essaie de faire croire aux gens, on leur dit, voilà, le monde est comme ça. Ici, je suis vraiment baigné dans cette ambiance marketing, donc c'est un peu le bon endroit pour révéler un peu ces choses. Artiste ou précurseur d'avant-garde, reconnu comme l'un des pionniers du mouvement street art français, Speedy Graffito s'impose aujourd'hui internationalement comme l'un des artistes majeurs de sa génération. Vivement que sa nouvelle exposition soit un succès total. La 3e édition du Paris Photo à Los Angeles, qui avait lieu du 1er au 3 mai dernier dans les mythiques studios hollywoodiens de la Paramount, s'est offert le luxe de réunir près de 80 exposants venus de 17 pays. Cette édition outre-Atlantique, qui commence tout juste à se faire une place au soleil, garde un esprit contemporain avec la créativité d'une nouvelle forme d'inspiration. C'est la 3e édition de notre foire Paris Photo Los Angeles pour s'ancrer sur le marché américain, les spécificités de la côte ouest et puis une foire qui se veut résolument contemporaine, tournée vers les talents émergents. Avec pour ambition de séduire le marché de l'image nord-américain, la foire du Paris Photo à Los Angeles a usé de toutes les astuces afin de laisser ses marques en proposant un vaste panorama de la photographie du XXe au XXIe siècle. Il y a vraiment une place à prendre sur la côte ouest américaine et en particulier à Los Angeles. Le fait d'avoir en plus trouvé cet endroit que sont les studios de la Paramount où il y a un véritable lien avec l'image en mouvement était particulièrement intéressant pour une foire comme Paris Photo et pour faire une foire américaine qui reprenne l'ADN de notre foire parisienne qui est historique et qui est la plus importante sur le marché de la photographie. Si la foire du Paris Photo est la bienvenue et un régal pour les amoureux de la photo, elle est cependant plus importante que la foire d'art contemporaine à Los Angeles, qui est toute petite et surtout provinciale. Los Angeles, c'est un endroit qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes qui y viennent. Il y a de très grandes galeries qui viennent s'y installer et donc ça ne fait que conforter notre sentiment que Los Angeles est la place to be. L'aventure se poursuit avec Culture 7, le mag. Cette fois, je vous emmène en Autriche. Un magazine autrichien a imprimé, et là, tenez-vous bien, sa dernière édition avec une encre mélangée au sang de personnes séropositives, afin d'attirer l'attention sur la stigmatisation encore attachée au virus VIH à l'origine du sida. Un procédé qui suscite de la curiosité. Ah oui. Des Tunisiens ont déployé samedi dernier un drapeau de la tête de 19 terrains de football pour battre le record du plus grand drapeau du monde. Un événement patriote qui doit aussi promouvoir le tourisme selon les organisateurs. Regardez ces images. Pour s'offrir une véritable attention des lecteurs, Vanguardiste, un journal bilingue allemand-anglais, trouve l'astuce qui éveille la curiosité, celui d'imprimer un magazine avec du sang de 3 volontaires séropositifs et fusionner par la suite avec de l'encre pour une impression de 3000 exemplaires avec l'intitulation HIV Heroes. Nous voulions nous opposer clairement à la stigmatisation et aux peurs irrationnelles associées au sida et aux séropositifs. Donc nous avons récupéré le sang de 3 donneurs qui sont contaminés
et nous l'avons mélangé à de l'encre dans notre procédé d'impression. Ce procédé de mélange d'encre et de sang semble être explicite, car le message est clair, rien de mal à vivre avec un séropositif. Ce magazine spécial est semblable à une personne atteinte. Tenir ce magazine dans vos mains, c'est comme tenir une personne atteinte du sida. Rien ne peut se passer, rien ne peut vous faire de mal en tenant un magazine. Et rien ne peut vous faire de mal en tenant une personne séropositive. Pour en arriver là, il faut saluer le courage des 3 volontaires dont le magazine fait l'objet et l'idée même du magazine qui suscite dans cette parution beaucoup d'émotions et de motivation encore plus fortes à lutter contre les préjugés sur les personnes atteintes du VIH. Nous avons trouvé 3 donneurs séropositifs. L'une est une mère, l'autre un homme hétérosexuel, le troisième un homme homosexuel. Ils ont donné chacun 50 ml de sang que l'on a amené au laboratoire. Là-bas, nous l'avons stérilisé et testé de nouveau. Nous nous sommes assurés à 100% qu'il était sûr, puis nous avons pris le sang pour le mélanger au moment de l'impression. Nous avions 2,5 kg d'encre et 150 ml de sang. La couleur rouge que vous voyez, ce n'est pas celle du sang, mais celle de l'encre. L'insolite de Culture 7 Lomag nous conduit en Tunisie où se tenait le week-end dernier un nouveau défi. En effet, des centaines de personnes étaient réunies pour mettre en scène sur une surface de près de 104 544 mètres carrés le plus grand drapeau du monde jamais réalisé, soit la taille de 19 terrains de football. Un record qui a fait la joie de tous les participants sur un événement qui se veut patriote. L'Olive Guinness se fera le plaisir d'ici peu d'homologuer et de certifier que le drapeau est bel et bien le plus grand. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on va fêter ce record et toute la symbolique qu'il y a derrière. La surface de ce drapeau est de 104 544 mètres carrés et il est fait à partir de 80 km de tissu. Nous sommes fiers car il représente un enthousiasme culturel, un enthousiasme économique et un enthousiasme aussi touristique, avec le grand nombre de visiteurs dans les 2 villes voisines. C'est pourquoi on encourage ce genre de manifestation. Que de belles images dans votre magazine Culture 7 Lomag. Alors, cette fois, je vous emmène en Corée. La pop coréenne, ou K-pop, a depuis plus de 20 ans conquis le marché est-asiatique. Mais si ces boy bands coréens ciblent avant tout le cœur des adolescents, eh bien, ils comptent aussi des fans plus âgés. On les appelle là-bas les tatas de la K-pop. Je vais aussi vous emmener découvrir une activité que vous connaissez certainement très bien, le DJing. Cette activité qui participe à des mouvements d'ambiance qui vous amènent à vous réjouir. Vous allez découvrir un tout petit peu comment ça se passe. Allons-y en images et juste derrière, on se retrouve. À 45 ans, Park Si-woo vit pleinement sa passion pour la K-pop. Elle a même ouvert un café à Séoul à la gloire de son chanteur préféré, le jeune Henry du groupe Super Junior M. Au début, on me disait que j'étais folle, mais quand Henry a fait ses grands débuts à la télé, elles sont toutes tombées amoureuses de lui. Elles le trouvaient tellement mignon et innocent. Le phénomène de la K-pop a débuté dans les années 90 en Corée, et les adolescentes, toutes les jeunes femmes qui ont fait la gloire des groupes de l'époque, ont continué à les suivre. Aujourd'hui, on les appelle ici les Imos ou les Tatas en français, comme Lee Eun-young, une fan de la première heure du groupe Big Bang. Il y a beaucoup de tatas qui ont la quarantaine comme moi et qui ont commencé à suivre le groupe Big Bang quand elles avaient la trentaine. Quand je suis venue la première fois, j'étais toute seule et un peu mal à l'aise. Et puis j'ai commencé à rencontrer d'autres fans de ma génération. Et ça a tout de suite accroché. D'autres tatas que Lee rencontre régulièrement au concert de K-pop. Et la tendance se décline même au masculin désormais.
Ce sont les Samchon, tout simplement les tontons. Ma préférée, c'est Soyul. Elle est un peu comme ma fille coréenne. Ce sont toutes mes petites coréennes. Reste à savoir si le phénomène des tatas et des tontons s'exportera en Occident, comme la K-pop elle-même l'a fait ces dernières années. Pour ce numéro de Culture 7 Le Mag, allons à la découverte du DJing ou encore disc jockey, une activité qui participe énormément à divers mouvements d'ambiance, quel que soit l'événement, dans les clubs, les concerts, les soirées, les fêtes de musique techno ou les rave parties et autres. L'art de manier les platines et les mix sont l'affaire des disc jockeys, plus communément appelés DJ. Rappelons qu'à la base, un disc jockey est une personne qui sélectionne, diffuse et mixe de la musique à destination d'un public. Il s'applique selon une inspiration à offrir une ambiance mouvementée sur des enchaînements de morceaux, modifie ou superpose des musiques tout en faisant preuve de créativité et d'ingéniosité. Dans ces différentes prestations, un disc jockey possède tout un arsenal lui permettant d'exercer. On y retrouve des outils spéciaux comme une platine de mix, des ordinateurs et d'autres accessoires nécessaires à son activité. Le rôle du disc jockey a pris de l'ampleur dans les musiques populaires récentes. Il est parfois reconnu comme un musicien à part entière. Le DJ peut parfois produire une œuvre originale à partir de matériaux existants, soit qu'il joue un rôle de découvreur de titres passés inaperçus ou tombés dans l'oubli, soit qu'il combine avec talent des œuvres mineures. On peut considérer que le DJ se réapproprie le travail d'autres musiciens, exploitant un matériau sonore qu'il serait incapable de créer lui-même. Cependant, le juste mélange des musiques diffusées, leur arrangement en live demande une créativité certaine et peut donc être considéré comme un art qui diffère un peu de celui des musiciens. C'est ainsi qu'il existe désormais des compétitions de DJing qui dévoilent le talent artistique des disc jockeys.
S'il est dit que les bonnes choses ont toujours une fin, eh bien Culture 7 le mag aussi va s'achever pour ce numéro. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés pour la suite des programmes sur les antennes de Canal 7. Ciao, ciao.